Mesdames, Messieurs, bonsoir. La grande édition de cette semaine du 30 janvier au 3 février 2023 s'ouvre avec la commémoration de la Journée mondiale de l'information sur la lèpre qui se déroulait ce dimanche 29 janvier. La lèpre, souvent considérée comme une maladie du passé, est toujours bien présente. Elle frappe une personne toutes les 3 minutes et dans le monde, 38 pays en Afrique sont concernés. Avec son marché et ses maisons en tôle, à première vue, le village de Duquesne-Crémone ressemble à tous les autres. C'est en s'attardant que l'on remarque ses habitants aux membres atrophiés et à la peau marquée. Atteint de la lèpre, Camille Kouassi Assi est le chef de ce village, refuge pour lépreux. Et quand nous sommes à Duquesne-Crémone, on a l'impression, n'est-ce pas, qu'on a trouvé, n'est-ce pas, un nouveau village, mais qui est un village où on a envie de vivre parce qu'on s'entraide, on s'entend, on vit, on va dire, la même chose. Créé en 1960 par un prêtre français et les habitants de la ville italienne de Crémone, ce village de 2800 âmes, situé à une centaine de kilomètres de la capitale, Abidjan, accueille les malades de la lèpre et leurs familles. Des personnes rejetées, considérées comme maudites, à l'image de la mère de Mathieu Okama Agoa. Après son décès, j'ai été marqué par le fait. La maison dans laquelle elle a séjourné avant sa mort a été cassée. La toiture brûlée, jetée à l'eau. Et ils l'ont même enterrée en bordure de la Komoué, sous hypothèse qu'elle n'avait pas droit au cimetière commun. Aux abords du village, l'Institut français Raoul Follereau prend en charge plus de 150 patients dans ces bâtisses regroupées sur 42 hectares. En 2022, au moins 514 nouveaux cas ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. 10% sont des enfants, alors l'établissement mise sur la prévention. Lorsque le malade n'est pas détecté tôt, il fait des complications. Et les complications s'installent dans un mode chronique. Pour le moment, il n'existe aucune méthode de dépistage du microbe de la lèpre qui se transmet par contact prolongé. Il faut donc être attentif aux premiers signes comme la perte de sensibilité et l'apparition de taches cutanées. En procédant ainsi, le ministère ivoirien de la Santé espère atteindre l'objectif zéro lèpre d'ici 2030. Conformément à ce à quoi l'on devait s'attendre, très peu de Tunisiens se sont déplacés ce dimanche pour les législatives. Le président de l'autorité électorale, Izi Farouk Bouasker, a annoncé un taux de participation provisoire de 11,3% au deuxième tour du scrutin. Il était de 8,8% au premier tour. Des bureaux de vote ouverts, des urnes en place, mais très peu de votants. Dès l'ouverture ce dimanche, la participation s'annonçait faible pour ce deuxième tour des législatives en Tunisie. Déjà, le premier tour était marqué par une abstention massive. 90% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Dans la matinée à Tunis, on pouvait quand même croiser des retraités opiniâtres. Je suis venue voter pour exercer mon devoir en tant que citoyenne, pour servir mon pays avec mon vote. On espère voir de bonnes choses à l'avenir. On espère que la situation de notre pays s'améliore. Il faut dire que toute l'opposition s'est retrouvée pour appeler au boycott de ce scrutin et refuser ce qu'elle appelle la dérive dictatoriale du président Kais Saied. Ce scrutin législatif marque la dernière étape des réformes imposées depuis 1 an et demi par le président. Le projet est de limiter la puissance des partis et revenir à un système présidentialiste. Certains Tunisiens veulent y croire. Il faut des changements partout. Il faut des changements positifs vers le meilleur pour l'intérêt des citoyens. Il faut œuvrer pour l'avenir du pays afin de se développer. Pour la plupart des 12 millions de Tunisiens, la préoccupation première est économique. Dans le pays, l'inflation est supérieure à 10% et le pouvoir d'achat en forte baisse. Résultat, la pauvreté s'accroît. On estime que plus de 32 000 personnes ont émigré clandestinement l'année passée. Dans l'actualité de ce lundi toujours, l'on évoquait la situation militaire à Bakhmout en Ukraine. Cela fait maintenant plusieurs mois que cette localité stratégique du Donbass ploie sous le feu des offensives russes. Les populations restées sur place tentent de s'organiser au mieux pour tenir le coup dans la terreur des combats. Euronews nous fournit plus de détails sur ce qui s'y passe. Il s'agit de l'épicentre de la guerre. La ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, fait l'objet de combats acharnés depuis plusieurs semaines. Des centaines, voire des milliers d'hommes, russes et ukrainiens, y sont tombés, et la ville est en grande partie détruite.
L'approvisionnement en eau et en électricité est impacté par la guerre et les quelques habitants restants cherchent un peu d'humanité dans le chaos. Aujourd'hui, j'ai été inspiré. Alors, j'ai décidé de faire un ragoût avec du bœuf en conserve et des légumes et une soupe de poireaux, explique Tetiana. Et donc, aujourd'hui, je fais cuire du potiron. C'est une première, dit-elle. Tetiana essaye d'aider tous ceux qui n'ont pas les moyens de cuisiner chez eux et qui ne peuvent pas quitter la ville. Son local est à la fois une pharmacie, un lieu de distribution de nourriture et un abri dans cette ville déchirée par la guerre. Récemment, la Russie a cherché à isoler Bakhmout pour couper la ville du reste de l'Ukraine. Le risque d'encerclement de la ville serait réel, alors que l'artillerie ukrainienne pourrait manquer d'obus face à la supériorité numérique des Russes. Au Pakistan, le bilan de l'attentat dans une mosquée de Peshawar lundi se chiffrait à 83 morts ce mardi. Plus de détails avec nos confrères d'Euronews. Au Pakistan, le bilan de l'attentat de Peshawar ne cesse d'augmenter. Les autorités parlent désormais d'au moins 83 morts et toujours des dizaines de blessés. L'explosion s'est produite ce lundi dans une mosquée située à l'intérieur du quartier général de la police. La plupart des victimes sont d'ailleurs des policiers. Le Premier ministre s'est rendu au chevet des blessés transportés dans les hôpitaux de cette ville. Peshawar est située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l'Afghanistan. L'attentat de ce lundi n'a pas été revendiqué. En tout cas, il vient confirmer la détérioration de la sécurité au Pakistan. L'an dernier, un précédent attentat dans une mosquée chiite de Peshawar avait fait 64 morts. 41 millions de dollars, c'est la promesse faite par Washington pour aider la Somalie à lutter contre la famine. C'est l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, qui l'a annoncé ce lundi au cours d'un déplacement à Mogadiscio. Reportage. En visite en Afrique, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a fait une escale à Mogadiscio afin d'exhorter les donateurs du monde entier à fournir une aide immédiate à la Somalie. Le pays est confronté à une famine mortelle qu'elle qualifie d'échec ultime de la communauté internationale. Lors d'une réunion avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, Madame Thomas-Greenfield a déclaré vouloir intensifier les efforts pour prévenir un nouvel épisode de famine au printemps 2023. La représentante des États-Unis auprès des Nations Unies a déclaré que les États-Unis, par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international, allaient fournir plus de 41 millions de dollars de financement pour répondre aux besoins humanitaires en Somalie. L'an dernier, les États-Unis ont fourni 1,3 milliard de dollars d'aide vitale à la Somalie. Un autre objectif des États-Unis à travers cette tournée africaine consiste à approfondir les liens économiques avec l'Afrique en scellant des partenariats stratégiques sur le continent. La guerre en Ukraine était également au menu de l'édition de ce mardi. L'Ukraine ne veut surtout pas voir d'athlètes russes compétir aux prochains Jeux olympiques qui se dérouleront dans la capitale française en 2024, ce en raison de l'agression territoriale que subit l'Ukraine de la part de la Russie. Et cela, le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a clairement fait savoir ce lundi à son homologue français Emmanuel Macron. De son côté, Moscou dénonce un projet de discrimination envers la Russie. Menace à peine voilée émise par le président Zelensky dans une lettre à Emmanuel Macron, celle d'un boycott de son pays aux Jeux olympiques de 2024 en cas de participation d'athlètes russes et biélorusses en raison de la guerre en Ukraine. Alors que nous nous préparons pour les Jeux olympiques de Paris, nous devons être sûrs que la Russie ne pourra pas s'en servir, ni d'aucun autre événement sportif international, pour promouvoir l'agression ou le chauvinisme de l'État. Pour le Comité international olympique, les athlètes russes et biélorusses pourront concourir sous bannière neutre. Une annonce qui ne plaît ni à Kiev, ni à Moscou, qui s'estime discriminé par les instances de l'olympisme. Je tiens à souligner une fois de plus que toute tentative visant à évincer Moscou du sport international est vouée à l'échec. Cela devrait être compris par ceux qui disent défendre des principes moraux élevés et la séparation du sport de la politique. À Paris, le chantier des Jeux suit son cours. Mais la guerre en Ukraine est sur toutes les lèvres. La maire de Paris soutient la proposition du CIO au nom de l'esprit de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux olympiques modernes.
Je pense que c'est un moment pour les sportifs et qu'il ne faut pas priver les athlètes de leur compétition, mais je pense et je plaide, comme une grande partie du mouvement sportif, pour qu'il n'y ait pas de délégation sous bannière russe. L'histoire récente entre la Russie et les Jeux Olympiques est marquée par les controverses. En 2021, à Tokyo, une affaire de dopage avait obligé les athlètes russes à concourir déjà sous bannière neutre. En 2014, au JO d'hiver de Sotchi, la révolution de Maïdan secoue l'Ukraine. Face aux violences du pouvoir et à l'influence russe, plusieurs athlètes ukrainiens avaient choisi de quitter l'Olympiade. Parmi les principaux titres de l'actualité de ce mercredi, les États-Unis et l'Europe qui vont livrer près de 140 chars à l'Ukraine dans les prochaines semaines. Depuis quelques semaines donc, les soldats ukrainiens se forment à la manipulation des chars allemands Léopard 2 qui devraient bientôt compléter l'arsenal ukrainien dans le Donbass. Entraînement intense au centre militaire de Świętochów en Pologne. C'est ici que depuis quelques semaines, les soldats ukrainiens apprennent à manipuler les chars allemands Léopard 2 qui devraient bientôt compléter les effectifs dans le Donbass. L'Europe et les États-Unis ont promis de livrer à Kiev entre 120 et 140 chars dans les prochaines semaines. Mais l'Ukraine réclame aussi des avions chasseurs-bombardiers F-16 pour contrecarrer les offensives aériennes russes. Un sujet tabou pour les Alliés, du moins pour le moment. Réunis à Riga, les ministres des Affaires étrangères des républiques baltes et de Pologne soutiennent la demande de Kiev. Urmas Reinsalu, le chef de la diplomatie estonienne, demande à ce que ces appareils soient livrés au plus vite. Un avis qui n'est pas partagé de l'autre côté de l'Atlantique. Jusqu'à présent, Londres et Washington ont refusé de livrer des F-16 à l'Ukraine. Interrogé par la presse, le président Joe Biden a précisé qu'il évoquerait les prochaines livraisons d'armes avec son homologue ukrainien. Pendant ce temps, Moscou continue de revendiquer de nouvelles avancées dans le Donbass. Selon le ministère russe de la Défense, les troupes se sont emparées du campement de Blahodatne dans l'oblast de Donetsk. Une victoire que la Russie devrait notamment à ses nouveaux équipements. Quelques heures après sa déclaration, Moscou publiait des images d'un train militaire dernier cri avec capacité de déminage et réparation de chemins de fer. Au Libéria, c'est désormais officiel. L'actuel chef d'État, George Weah, est candidat à sa propre succession pour la présidentielle d'octobre prochain. Il a annoncé ce mardi au cours de son discours annuel devant le Parlement. George Weah est candidat à sa propre succession. L'actuel président du Libéria a annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Dans son discours annuel devant le Parlement, le dirigeant de 56 ans a défendu sa politique et promis un nouveau mandat riche en opportunités, porté sur la transformation et le développement. Mes chers concitoyens, je viendrai vers vous sous peu pour vous demander de renouveler pour un second mandat le mandat que vous m'avez confié il y a 6 ans. Ici et aujourd'hui, laissez-moi vous assurer que l'état de notre nation est fort. L'état de notre nation est stable. L'état de notre nation est vibrant. L'état de notre nation est jeune. L'état de notre nation est paisible et sûr. Et nous avons l'intention de le garder ainsi. Marqué par des guerres civiles et des épidémies, le Libéria a une santé économique fragile. Environ 27% de ses 5 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Les nombreux déplacements du dirigeant, y compris pour le mondial du Qatar, n'ont donc pas plu à une partie de la population libérienne qui reproche à l'ancien footballeur d'être déconnecté de leur réalité. Sur le Front social en France, l'heure est toujours à la mobilisation face à la réforme des retraites. Ce mardi, ce sont au moins plus d'1 million de manifestants qui ont déferlé dans les rues des grands centres urbains du pays pour réitérer leur opposition au prolongement de l'âge de la retraite à 64 ans. Euronews a pu interroger 2 jeunes travailleurs qui expliquent les raisons de leur participation au mouvement de contestation. À 35 ans, Mylène est loin de la retraite et pourtant elle a manifesté pour la première fois de sa vie contre l'allongement de la durée de cotisation en France. C'est le cas de nombreux jeunes Français qui arrivent de plus en plus tard sur le marché du travail. Mylène se sent encore plus désavantagée en tant que femme. En tant que femme, déjà de base, on est obligé d'avoir un congé maternité si on a des enfants. Donc on est obligé de stopper notre carrière. Souvent quand on reprend le travail, on ne travaille pas à temps plein.
travaille à mi-temps. Et ça impacte forcément notre retraite plus tard. Et si la réforme elle passe, on ne pourra jamais revenir en arrière. Donc c'est maintenant ou jamais. Alors que la place d'Italie à Paris se remplit de manifestants, Mylène rejoint son ami Benjamin qui regrette de ne pas fonder de grands espoirs sur le montant de sa retraite, mais il veut se faire entendre. C'est un peu pour dire au gouvernement que j'en ai marre de toutes ces réformes qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils sont en train de casser, pour moi ils sont en train de casser toute la fonction publique. Emmanuel Macron et son gouvernement assurent que cette réforme est indispensable pour sauver le système par répartition français, un argument qui ne convainc pas les manifestants. L'objectif c'est que toute cette mobilisation, elle mette un terme à cette réforme tout simplement. Et il va falloir faire beaucoup de manifestations à mon avis parce que là ils n'ont vraiment pas l'air de nous écouter, donc ça va prendre du temps je pense, mais j'y crois quand même. On en vient aux informations de ce jeudi 2 février. La capitale somalienne Mogadiscio abritait mercredi un mini-sommet régional sur la lutte antiterroriste réunissant les dirigeants des pays de la Corne de l'Afrique. Les dirigeants du Kenya, de l'Éthiopie et de Djibouti réfléchissaient aux côtés de leur homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud au moyen de mettre fin à l'insurrection des milices islamistes Chebab. Le point dans cet élément. Les chefs d'État de la Corne de l'Afrique étaient réunis mercredi en Somalie afin de discuter de la lutte régionale contre les insurgés islamistes Al-Shabaab. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a accueilli dans la matinée à Mogadiscio ses homologues djiboutiens et kenyans, Ismaël Omar Guelleh et William Ruto, ainsi que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le président somalien a annoncé vouloir mener une guerre totale contre les Chebab qui continuent de lancer régulièrement des attaques malgré une récente offensive des forces pro-gouvernementales. Chassés des principales villes du pays en 2011 et 2012, les militants d'Al-Shabaab restent solidement implantés dans les zones rurales. De nouveaux contingents de soldats somaliens entraînés en Somalie seront déployés dans le cadre des opérations anti-Chebab, a annoncé le président somalien à l'issue de la réunion. S'achemine-t-on vers une fédération entre le Mali et le Burkina? En visite à Bamako ce mercredi, le chef du gouvernement burkinabé Apollinaire Kilem a évoqué devant son homologue malien l'idée de la mise en place d'une fédération entre ces deux pays fragilisés par des crises sécuritaires. On l'écoute. Une opportunité nous a été donnée. M. Ibrahim Cissé, donc un Malien, a fait le trajet à pied de Bamako jusqu'à Ouagadougou pour venir nous présenter les drapeaux maliens et burkinabés et nous appeler à la fédération. Nous n'allons pas laisser son acte là sans suite. Et donc je vais discuter avec M. Kokala Maïga, M. Diop, qui sont des panafricanistes convaincus, parce que nous sommes conscients que ce que nos devanciers n'ont pas pu faire, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas le faire. En tout cas, pour ne pas le tenter. L'actualité, c'est aussi la crise de l'inflation dans les pays de la zone euro. De façon générale, les taux sont en net recul, notamment pour les produits énergétiques, sauf que le secteur de l'alimentation reste encore durement touché. On suit ce reportage. L'inflation continue de ralentir en zone euro. En janvier, elle a atteint 8,5% sur un an. Il s'agit du troisième mois consécutif de baisse qui s'explique avant tout par un tassement des tarifs de l'électricité, du gaz et du pétrole. Malgré ce recul continu du taux d'inflation, la Banque centrale européenne doit toutefois relever à nouveau ses taux d'intérêt alors que les tensions inflationnistes restent fortes, comme le montre la hausse continue des prix de l'alimentation. Parmi les 20 pays de la zone euro, l'Espagne a affiché en janvier l'un des taux les plus faibles à 5,8%, alors que la France est à 7%, l'Italie à près de 11%. Les données de l'Allemagne n'étaient pas encore disponibles. En bas de classement, les pays baltes affichent des taux d'inflation supérieurs à 18%.
Deuxième jour de la visite du pape François en République démocratique du Congo. Ce mercredi, lors d'une grande messe à Kinshasa, devant plus d'1 million de fidèles, le chef de l'Église catholique a livré un message de paix dans ce pays en proie à des insurrections armées, notamment dans le Nord Kivu. Le point avec nos confrères d'Africa News. Le pape François a tenu une messe devant plus d'1 million de personnes à Kinshasa mercredi. À l'occasion de sa deuxième journée en République démocratique du Congo, le pape a prêché la paix dans le pays, mais également sur tout le continent africain. S'exprimant d'abord en lingala, l'une des 4 langues nationales de la RDC, François a ensuite prononcé le reste de son homélie en italien. Alors que dans le cœur des disciples, il y a la ruine, Jésus proclame la paix. Alors qu'ils sentent en eux la mort, il annonce la vie. En d'autres termes, la paix de Jésus arrive au moment où tout semble fini pour eux, au moment le plus inattendu et inespéré où il n'y a aucune lueur de paix. C'est ainsi que fait le Seigneur. Il nous surprend, il nous tend la main quand nous sommes sur le point de sombrer. Il nous relie quand il nous tend la main quand nous sommes sur le point de sombrer. Il nous lie quand nous touchons le fond. Le pape François a exhorté les fidèles à ne pas céder aux divisions. Après la méga-messe, il doit rencontrer des victimes du conflit dans l'est du pays. Il s'entretiendra ensuite avec des représentants d'organisations caritatives. Âgé de 86 ans, le pape François a débuté son voyage de 6 jours sur le continent mardi en RDC. Il le poursuivra au Soudan du Sud, également en proie à des troubles. On conclut ce tour d'horizon de l'actualité hebdomadaire avec les informations de ce vendredi 3 février et on revient sur ce projet de fédération entre le Mali et le Burkina Faso. Tous les deux sont en proie à des insurrections djihadistes. Tous les deux ont également décidé de renoncer à l'appui militaire de la France. Nous vous l'annoncions déjà jeudi, le Burkina Faso et le Mali songent désormais à marcher vers la création d'une fédération. Plus de précisions dans cet élément. Le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela, en visite au Mali voisin cette semaine, a suggéré la création d'une fédération entre son pays et le Mali. Les deux États confrontés à la violence djihadiste et dirigés par des militaires putschistes qui ont exigé le départ des soldats français de leur territoire se sont rapprochés ces derniers mois. Souveraineté, liberté de choix de ses partenaires, défense obstinée des intérêts du peuple malien. Je suis certain que ces principes-là sont partagés par tous les peuples qui veulent se prendre en charge. Et nos frères et amis du Faso, je suis convaincu, doivent avoir des exigences similaires. Pour le chef du gouvernement malien, Choguel Kokala Maïga, cette visite de travail va renforcer les liens de coopération sur les plans sécuritaires, mais aussi économiques, entre la République du Mali et le Burkina Faso. Nous sommes prêts à partager notre expérience, nos idées et nous enrichir des idées et des expériences des autres, surtout de nos frères avec lesquels on a le même objectif. Kelem de Tambela a pour sa part rappelé une tentative passée de créer une fédération en Afrique de l'Ouest francophone, un projet mort-né de réunir le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin, peu avant leur indépendance de la France en 1960. Direction Tel Aviv en Israël où le chef de l'État tchadien Mahamat Déby Itno séjournait ce lundi dans le cadre du renforcement de l'axe Jérusalem-N'Djamena. Le numéro 1 tchadien qui avait à ses côtés le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou a procédé à l'inauguration de l'ambassade du Tchad en Israël. Reportage. Un olivier planté en signe de paix et de fraternité. Et ce, à quelques jours de la fête juive de Tou Bishvat. Ce mercredi, lors de sa première visite en Israël, le président Mahamat Idriss Déby a officiellement rétabli les relations israélo-tchadiennes. Lors d'une cérémonie avec Benjamin Netanyahou, les deux hommes en ont profité pour annoncer l'ouverture de l'ambassade du Tchad en Israël ce jeudi. Demain matin, si Dieu le veut, le Tchad va ouvrir officiellement son ambassade en Israël. Une annonce faite alors que le chef de l'État tchadien est en déplacement en Israël pendant 48 heures. Mais il n'a pas précisé où sera situé le bâtiment. Le Tchad et Israël se trouvent aujourd'hui
dans un tournant décisif de leur coopération. C'est surtout grâce aux efforts fournis par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, paix à son âme, et à votre investissement personnel ayant permis de renouer les relations après 5 décennies. Les relations bilatérales entre les deux pays ont été rétablies il y a 5 ans. Le pays africain à majorité musulmane avait auparavant réduit ses contacts pour protester contre l'occupation par Israël du territoire palestinien lors de la guerre des 6 jours. Ce mercredi, Mohamed Idriss Déby a également rencontré David Barnea, le chef du Mossad. J'espère que d'autres dirigeants du Moyen-Orient et d'Afrique s'inspireront de cet accord important et feront également des progrès dans leurs relations avec Israël. Le Mossad continuera d'agir pour ouvrir et faire progresser les relations avec tout État ou dirigeant avec lequel l'État d'Israël a intérêt à rechercher un accord de paix. Dans la journée, Mohamed Idriss Déby s'est également rendu à la mosquée Al-Aqsa pour prier. En 2019, Benjamin Netanyahou s'était rendu au Tchad pour une visite inédite, ouvrant la voie à une nouvelle collaboration entre les deux pays, notamment dans le domaine agricole. Le Premier ministre israélien était alors reçu par le président de l'époque, Idriss Déby, père de l'actuel président, mort en avril 2020. Cela fait exactement 107 ans que le Djidji Ayoko est le tambour sacré des Tchamans, peuple autochtone de la capitale économique ivoirienne Abidjan, a été déporté en France dans le cadre de la politique de restitution des œuvres d'art sacrées volées aux peuples africains par la France. Ce tambour, dont le retour en Côte d'Ivoire devrait se faire de façon imminente, subit actuellement une rénovation au musée du Quai Branly à Paris. C'est un travail minutieux, fait de patience et d'observation. Donc tu as retrouvé quand même la place d'un des deux morceaux. Ouais. C'est un morceau qui est conséquent quand même, ça fait quoi, 15 cm sur 5 cm. Oui, c'est quand même super d'avoir pu le trouver. Malgré sa taille et son poids, près de 4 mètres pour une demi-tonne, ce tambour est devenu très fragile suite aux attaques du temps. Il a plus d'un siècle et a subi les attaques d'insectes xylophages avant sa conservation en France. Donc l'idée, c'est de consolider le bois dans sa structure de manière à ce qu'il retrouve une certaine densité, une certaine cohérence et une solidité qui va permettre de le manipuler. Et aussi de consolider en surface des zones qui sont fragiles. Ce tambour fut confisqué au peuple Bidjan par l'armée française lors de la colonisation au début du XXe siècle. Ramené en France vers 1930, il intègre successivement les collections du musée ethnographique du Trocadéro, puis du musée de l'Homme, avant de rejoindre les collections africaines du Quai Branly en 2006. Le son de ce tambour à fente, qui est taillé dans un tronc d'arbre, de bois dur, permettait de communiquer via le langage tambouriné. Il est devenu le symbole de la résistance anticoloniale puisqu'il permettait de communiquer entre villages et de se cacher pendant la colonisation. La restauration de ce tambour de guerre terminée, il sera mis en caisse, prêt à repartir en Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Une restitution qui devrait avoir lieu dans le courant de l'année 2023. C'est ici que s'achève la grande édition de cette semaine. Merci de votre attention et on se dit au revoir. Vous serez demain en compagnie de Stéphanie Parra. D'ici là, portez-vous bien.